3 bombes qui explosent dans un périmètre de 3 km, ce n'est pas une coïncidence. Pourtant, les explosions ne sont pas revendiquées et personne en particulier n'a été visé. Ce qui va finalement trahir le coupable ? De minuscules marques sur un morceau de métal et son incapacité à contrôler sa colère. 2 jeunes femmes sont retrouvées mortes dans un parc national. La police craint d'avoir affaire à un tueur en série. Mais les indices vont les mener vers 2 pistes différentes. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Depuis toujours, une question hante les policiers. Existe-t-il des êtres humains prédisposés à tuer ? Le psychopathe, incapable d'imaginer les conséquences de ses actes sur ses victimes et leurs proches, dénué de toute empathie à leur égard, semble répondre au profil du tueur né. Mais en réalité, la plupart de ces individus se fondant dans la société mènent une vie parfaitement ordinaire. Alors, comment reconnaître ces dangereux détraqués ? Selon les experts, nous serions tous capables d'exprimer un jour ou l'autre un trait de caractère propre aux psychopathes. Alors, indifférence à autrui, intolérance à la frustration, ou haine envers la société. Mais chez nous, ces caractéristiques disparaîtront. Les psychopathes, par contre, devront vivre avec et au quotidien. Dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, les policiers traquent sans conteste un tueur né. Son mobile tient en 3 mots : tuer pour tuer. Le plus grand employeur de Grand Junction dans le Colorado n'est pas, comme on pourrait le penser, le secteur des sports d'hiver, ni même celui des vignes, en plein boom depuis une dizaine d'années. Étonnamment, ce sont les services d'enseignement municipaux. Dennis Lamb était professeur technique au centre d'orientation du quartier. J'enseignais les applications informatiques, la réparation d'ordinateurs et la production vidéo. Mes cours étaient destinés aux élèves qui, pour une raison ou une autre, étaient en difficulté dans le circuit scolaire normal. Par un soir de février de l'année 1991, Dennis et ses collègues participent à un banquet de remise des diplômes au centre des congrès de la municipalité. En fin de soirée, alors que les convives regagnent leur véhicule, une explosion assourdissante secoue le parking. J'ai cru qu'on m'avait tiré dessus. J'ai été touché à la jambe. L'explosion a été causée par une bombe posée à une trentaine de mètres plus loin. Un éclat a traversé la jambe de Dennis. Un engin explosif a été posé sur un véhicule. Il est ensuite tombé du véhicule. Il est vraisemblablement venu s'écraser au sol et la chute a provoqué l'explosion. À ce moment-là, je ne me suis pas dit que quelqu'un m'avait visé personnellement parce que l'explosion s'est produite dans un lieu public. Heureusement, Dennis ne souffre d'aucune blessure irréversible. Personne ne va revendiquer l'explosion. Les experts déterminent à partir des débris qu'il s'agit d'une bombe tuyau relativement sophistiquée. On avait des schémas du flux de fragmentation sur lesquels s'appuyer. On les déduit en fonction de la construction de la bombe. Quand vous avez un tuyau qui explose en 2 morceaux, de toute évidence, la bombe n'est pas efficace. S'il éclate en 32 morceaux, c'est déjà une meilleure bombe. 3 semaines plus tard, la famille Gonzalez part faire du shopping au centre commercial voisin et tout le monde est installé dans le van familial. Au moment où le van commence à rouler, une explosion se produit. C'est pour une urgence! Il est arrivé quelque chose dans le van et ma petite sœur a un pieu dans le dos. Elle saigne vraiment beaucoup, faites vite! Ok, restez en ligne. Les secours sont en route. Hélas, il est déjà trop tard. Quand l'ambulance arrive, Maria Gonzalez, une jeune fille de 12 ans, a rendu l'âme.
Le souffle de l'explosion a éjecté un barreau en fer directement dans le dossier de son siège et l'a touché en plein cœur. Les affaires d'homicide sont rarissimes dans notre petite ville. Et par conséquent, le fait qu'une jeune fille ait été tuée aussi tragiquement, ça a été un choc pour tous les habitants. Tous les autres occupants du véhicule s'en sortent sans blessure grave. Les enquêteurs découvrent que la bombe a été placée dans le passage de roue arrière du van des González. Cette explosion a eu lieu seulement à 3 km du site de la première explosion. Là encore, personne n'en revendique la responsabilité et rien n'indique que la famille González était spécialement visée. On a commencé à se demander si c'était l'œuvre d'un plastiqueur en série ou si quelqu'un avait voulu imiter le premier poseur de bombes en posant lui aussi une bombe dans le centre-ville. On n'avait absolument aucune idée du type d'individu auquel on avait affaire. La seule chose qu'on savait, c'était qu'on avait un problème. Un problème qui va rapidement empirer. Les engins explosifs utilisés dans les deux explosions sont des dispositifs extrêmement sophistiqués. Ils reposent sur une batterie 9 volts placée sur un véhicule de façon à ce qu'elle tombe au moment où celui-ci entre en branle. Si vous fabriquez une bombe tuyau pour la mettre dans un objet piégé, ce que vous voulez, c'est que dès que la personne ciblée ou la victime aléatoire déplace cet objet ou l'incline d'un côté ou de l'autre, celui-ci explose immédiatement. Parmi les débris, les enquêteurs trouvent des morceaux de verre incurvés provenant de l'ampoule d'un interrupteur à mercure. L'interrupteur à mercure a établi la connexion, ce qui a déclenché l'explosion. Et quand ces bombes explosent, la puissance est phénoménale. La puissance, la vitesse et l'accélération sont supérieures à celles produites par un pistolet de calibre 45. Un interrupteur à mercure est une ampoule de verre contenant du mercure, un métal liquide. C'est un système extrêmement sensible et tout porte à croire que le poseur de la bombe l'a transporté à la main de chez lui jusqu'au véhicule ciblé. Une fois le système enclenché, vous devez transporter la bombe dans la position où elle se trouvait lors de l'enclenchement. La moindre inclinaison d'un côté ou de l'autre et c'est l'explosion. Seule une personne mentalement dérangée peut se risquer à faire une chose pareille. Durant les dernières années, nombre d'attentats ont été perpétrés avec des bombes à tuyaux. Alors celles-ci sont faciles à confectionner, chacun des éléments de ce dispositif pouvant se trouver en vente libre dans le commerce. On retiendra notamment leur usage lors de l'attentat du parc du Centenaire à Atlanta, en Géorgie, à l'occasion de l'organisation des Jeux Olympiques d'été de 1996. La bombe, placée au milieu du village olympique, avait causé la mort de 2 personnes et fait 111 blessés. Qualifié de psychopathe par le militant anticriminalité et animateur de télévision John Walsh, le terroriste, un chrétien fondamentaliste répondant au nom de Eric Rudolph, fut arrêté quelques années plus tard, en 2003. Les enquêteurs recherchent dans leurs fichiers une personne qui aurait déjà été arrêtée pour fabrication d'engins explosifs. Parmi les résultats figure un employé d'usine de 19 ans, Shannon Keith, qui habite à 10 minutes de la ville, à Clifton. Il a été arrêté 15 mois plus tôt pour détention d'une bombe tuyau et condamné à 2 mois de mise à l'épreuve. Il avait déjà fabriqué des bombes tuyaux, mais sensiblement différentes de celles dont il était question dans notre affaire. Keith affirme qu'il n'était pas à Grand Junction lorsque les bombes ont explosé. Son alibi va rapidement être confirmé et le mettre hors de cause. Un examen plus approfondi des débris de la bombe révèle que les capuchons en acier portent le tampon caractéristique de leur fabricant. Ce tampon représente la marque en forme de pièce du fabricant. C'était un rond et à l'intérieur de ce tampon en forme de rond, il y avait un carré. Le fabricant de cette pièce était basé à Taïwan. Il s'agissait d'un composant de qualité plutôt médiocre qui a pendant un certain temps été importé aux États-Unis et dont l'importation a par la suite été interrompue. Cette pièce n'était pas seulement un produit bas de gamme, elle n'était plus commercialisée aux États-Unis depuis de nombreuses années. Les enquêteurs sont convaincus que le poseur de bombes est une personne mentalement instable.
Cette affaire était particulière dans le sens où on avait manifestement affaire à un individu qui posait des bombes dans des lieux publics dans le but de tuer des gens au hasard. Cela n'a rien à voir avec le cas d'un individu qui en voudrait à sa femme parce qu'il est en plein divorce et qu'il se sent lésé financièrement. 3 mois plus tard, Henry Rouble et sa femme Suzanne regagnent leur voiture après un dîner au restaurant. Alors qu'il s'apprête à monter dans son véhicule, Henry remarque un paquet posé par terre. Rouble meurt sur le coup. Tout le monde était terrifié. Henry était très apprécié. On nous avait pris quelqu'un de tellement formidable. Et puis on avait peur. On ne se sentait plus en sécurité nulle part. Ça pouvait se reproduire n'importe où. Le corps d'Henry a protégé sa femme du souffle de l'explosion. Elle s'en sort indemne. Dans une explosion de ce type, il y a toujours énormément d'éclats qui sont projetés par le souffle. Et c'est un véritable miracle qu'elle s'en soit sortie vivante. Cette explosion est de loin la plus dévastatrice des 3. Les éclats ont carrément traversé le camion et certains ont été retrouvés jusqu'à 2 rues plus loin. Parmi les débris, les experts trouvent un fragment de bombe portant le même tampon que dans la bombe précédente, ainsi que des éclats de verre incurvés provenant d'un interrupteur à mercure. Il ne s'agit pas d'un imitateur, le même individu est à l'œuvre. Et ces bombes sont de plus en plus destructrices. On peut tous comprendre la colère, on peut tous comprendre la rage. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut recommencer quand on a déjà tué une fille de 12 ans. La ville de Grand Junction a été secouée par 3 explosions en 3 mois. Les pièces utilisées dans les bombes indiquent que celles-ci ont été fabriquées par la même personne. Pour autant, il n'existe aucun lien entre les victimes. Le poseur de bombes tue donc au hasard, mais pourquoi ? On a essayé de trouver un lien entre les victimes, mais on n'était pas convaincu qu'il y en avait un. Les bombes étaient posées au hasard, ce qui ajoutait au danger dans le sens où tout le monde devenait une victime potentielle. Les bombes sont de construction similaire et sont posées à quelques rues les unes des autres. J'ai dressé un tableau détaillé des différences entre les bombes et entre la première et la dernière. On a observé une nette amélioration dans l'efficacité des bombes et, par voie de conséquence, une augmentation des blessés et des morts. Les 3 bombes reposant sur un interrupteur à mercure, les enquêteurs supposent qu'elles ont été transportées à la main jusqu'aux différents sites d'explosion pour éviter qu'elles n'explosent pendant un transport plus chaotique, en voiture ou en bus. Et si le poseur de bombes les a transportés à pied, il habite probablement à proximité des lieux d'explosion, aux alentours du centre des congrès. Est-ce qu'il avait besoin d'une voiture? Non. Pouvait-il aller à pied? Oui. Sur une intuition, les enquêteurs demandent à la direction du centre des congrès si elle a connaissance d'un employé mécontent dans son effectif, passé ou présent. Ils ont passé en revue les listings du personnel. Et il y en a un en particulier qui correspondait au descriptif. Un ancien employé, si mes souvenirs sont bons, qui n'était pas très à l'aise au sein du groupe. Cet employé, c'est James Genrick, un plongeur de 29 ans qui a travaillé à la cafétéria du centre des congrès avant de quitter son poste quelques mois avant les explosions. C'était un employé à problème. Ils ont fini par lui donner congé. Ça s'est fait d'un commun accord, si je me souviens bien. Genrick vit dans une pension à quelques rues du centre des congrès. Une enquête de routine révèle qu'il a déjà été arrêté pour des délits mineurs de vol et de vandalisme. Il n'a jamais été condamné à aucune peine de détention. Il correspondait au profil, pas seulement parce que c'était un homme blanc dans la fourchette d'âge recherchée, mais surtout parce que c'était plus ou moins un loup solitaire qui avait du mal à se gérer au quotidien. Interrogé par les forces de police, Genrick nie toute implication et les autorise à perquisitionner sa chambre. Elles ne vont trouver aucune trace d'explosif ni aucun matériau pouvant servir à fabriquer une bombe. J'avais pas de tuyaux, pas d'explosifs, pas de bombes, rien de tout ça, rien qui ait quelque chose à voir avec des bombes.
Dans la chambre de Genrikh, les enquêteurs vont toutefois trouver un mot manuscrit au dos d'une enveloppe. Il est adressé aux personnes concernées. La Saint-Valentin approche et je n'ai toujours pas d'amoureuse. Tout ce que je veux, c'est une petite amie, mais les filles ne veulent pas me parler. Si vous ne m'aidez pas à trouver une petite amie, je vais devoir tuer un innocent cette nuit. Ouais, j'ai écrit ça quand j'étais ivre, énervé et de mauvaise humeur. Ces traînés ne veulent jamais me parler. Si je ne peux pas être heureux, je vais finir par en tuer une. Mais le fait d'écrire des menaces de mort fait-il forcément de James Genrikh un meurtrier? Selon Henriette Haas et Yolande Schori, chercheuses à l'Institut de police scientifique et de criminologie de Lausanne, dans la grande majorité des cas, les personnes qui menacent d'homicide ne sont pas celles qui passent à l'acte. Pour elles, c'est en fait un appel au secours à l'entourage, expliquent les chercheuses. Une étude réalisée en 1997 en Suisse montre que seulement 2,4% des hommes ayant intimidé quelqu'un verbalement ont finalement mis leurs menaces à exécution, blessant leurs victimes au point qu'elles doivent se faire hospitaliser. Mais en revanche, si l'on s'intéresse à la seule population ayant des troubles de la personnalité, les chiffres sont beaucoup plus éloquents. Ainsi, chez les individus reconnus comme antisociaux, s'il y a menace, elles seront suivies d'effets dans 90% des cas. Je suis allé voir un psy pendant quelque temps. Il me disait de noter tout ce que je ressentais, puis de jeter ces notes à la poubelle. J'ai dû oublier de jeter celle-là. Après d'autres vérifications, les enquêteurs apprennent que Genrikh a essayé de commander dans une librairie du quartier un livre décrivant le processus de fabrication d'une bombe. La vendeuse lui a demandé pourquoi il avait besoin d'un tel manuel qui montrait comment faire une bombe. Il a voulu la rassurer en avançant qu'il y avait d'autres utilisations de ce livre. Ça n'a pas marché. La vendeuse de la librairie refuse de passer commande. Ce refus va être le déclencheur de sa colère. Il va entrer dans une rage folle parce que cette femme l'a empêché de commander le livre qu'il voulait. Pour autant, cela ne suffit pas à prouver son passage à l'acte. James Genrikh est le principal suspect des 3 explosions de Grand Junction dans le Colorado, qui ont déjà fait 2 morts et 1 blessé. Faute de preuves suffisantes pour l'arrêter, les enquêteurs mettent Genrikh sous surveillance et le suivent ouvertement dans tous ses déplacements. Ça a duré environ 3 ou 4 mois. C'était très stressant. C'était bizarre parce que parfois, ils n'étaient qu'à 3 mètres de moi et ils parlaient dans leur talkie-walkie comme s'ils voulaient que tout le monde sache qu'ils étaient après moi. Fait intéressant, pendant toute cette période, aucune explosion n'est à déplorer. Et les enquêteurs font 2 autres découvertes au sujet de Genrikh. La première, quelques années plus tôt, il a suivi une formation en électronique en Arizona. La seconde, sa mère a déjà tenté de lui faire intégrer une unité de soins psychiatriques. Dans sa demande, elle a rapporté qu'il ne supportait plus que les gens le regardent, qu'il jetait des pierres sur leur véhicule pendant qu'ils étaient en vacances, et d'autres faits dans le même genre. Une fois, il est notamment sorti en hurlant pour vociférer contre un voisin. C'est un exemple parmi d'autres de ces sautes d'humeur. Les enquêteurs vont alors procéder à une seconde perquisition au domicile de Genrikh. La deuxième fois, on n'a pas trouvé d'embout de tuyau, ni de tuyau galvanisé. Pas de poudre, ni rien de ce genre. Par contre, on a trouvé ses boîtes à outils. Il y avait entre autres des circuits électriques et des pièces de câblage. Les enquêteurs envoient les outils à John O'Neill, un expert en marque d'outils de l'ATF, le Bureau américain de l'alcool, du tabac et des armes à feu. À ce stade de l'enquête, il a déjà passé plusieurs mois à rechercher les marques d'outils sur plus de 300 fragments provenant des bombes de Grand Junction. Il en a trouvé plusieurs et, dans le but d'établir des comparaisons, il réalise des marques de référence avec les outils trouvés dans la chambre de Genrikh. Une pince a été utilisée pour serrer les capuchons sur les bombes et celle-ci a laissé des marques caractéristiques qui ont survécu au souffle de l'explosion. On étudie la topographie de la surface de la marque laissée par cet outil.
O'Neill va trouver le même nombre de stries, de la même épaisseur, sur les marques de référence réalisées avec les outils de Genrikh et sur le capuchon d'une des bombes. Comparées au microscope, les deux marques présentent une correspondance parfaite. Autre piste, sur les morceaux de câbles enroulés autour des bombes, O'Neill a également repéré des marques d'outils caractéristiques. Après comparaison avec les marques faites par le coupe-câble de Genrikh, les deux marques s'avèrent strictement identiques. L'intérêt de ces marques faites par un second outil était qu'elles éliminaient de fait l'argument de la probabilité. On a réussi à établir une correspondance avec un outil appartenant au suspect. C'est plutôt accablant. En examinant un des câbles de 2,5 mm de diamètre, non seulement O'Neill a pu établir que les marques avaient été faites avec les pinces à bec long de Genrikh, mais il a également découvert que les câbles utilisés dans les bombes étaient tous de la même marque. Nous sommes parvenus à établir le lien entre les outils et les bombes, et aussi à déterminer que les câbles étaient fabriqués dans la même machine, ou qu'ils avaient une origine commune. Mais quel est le mobile ? Genrikh n'a jamais réussi à garder un travail sur le long terme. Il a rarement gagné assez d'argent pour subvenir à ses besoins et il n'a jamais eu de relation stable. Alors, quand Genrikh perd son travail de plongeur au centre des congrès, c'est le déclic. Il va passer les mois suivants à préparer sa vengeance dans la petite chambre qu'il loue. Très vite, un psychopathe va se dire que le monde entier est contre lui et qu'il faut rétablir la balance. D'où ce besoin de tuer des gens. Comme j'ai pas de petit ami, je vais sortir faire un tour et me venger sur quelqu'un. Genrikh se sert de ses connaissances en électronique pour fabriquer des bombes de plus en plus mortelles. Il va même être suffisamment méticuleux pour s'assurer qu'aucun résidu de poudre ne subsiste dans son meublé. Cependant, il est à 1000 lieues de se douter que ces outils ont laissé des marques uniques qui ont survécu à l'explosion et l'ont par conséquent trahi. En dépit des preuves contre lui, Genrikh nie toute implication. J'étais un gars un peu solitaire, j'étais pas bien dans ma peau. Et ils m'ont collé ça sur le dos. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire pour ce crime et ils se sont dit que j'étais le coupable idéal. Des sentiments? Ce type n'en éprouve pas. Il est complètement déconnecté de la réalité. Par contre, la première chose qu'il vous dit, c'est « Je suis normal, ce sont les autres qui sont dérangés. » Et c'est ça mon problème. Mais c'est lui qui vous dit ça. En gros, son discours, c'est « Je suis quelqu'un de bien, mais je suis dingue parce que les autres m'ont fait du mal. » C'est le monde à l'envers. En mai 1993, James Genrikh est accusé de 2 chefs d'inculpation pour homicide volontaire et d'une 12aine de chefs d'inculpation relatifs à la fabrication et à l'utilisation de bombes. Il est condamné à la prison à perpétuité. J'ai un avocat qui travaille sur mon appel. C'est mon meilleur espoir à l'heure actuelle. J'espère que quelqu'un va voir cette émission et se présenter pour dire « Je sais qui a fait ça » ou quelque chose dans ce genre. Qui sait? J'aimerais pouvoir lui en coller une. Je suis toujours très en colère contre lui parce qu'il m'a privé de quelque chose auquel j'avais le sentiment d'avoir droit. Henry était mon père et je n'ai plus ce droit de partager des choses avec lui maintenant. Il me l'a volé. Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute que James Genrikh aurait continué de tuer s'il n'avait pas été appréhendé. Mais les bonnes vieilles méthodes de travail des enquêteurs ont permis de le confondre et la science médico-légale a permis de l'interpeller. Beaucoup de circonstances indiquaient que c'était lui, mais on ne met pas quelqu'un derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours uniquement sur la base de circonstances. On se base sur des preuves, et à cet égard, je crois que les témoignages des experts, John O'Neill et Jerry Taylor, ont été déterminants. Le meurtrier aurait presque pu commettre le crime parfait, parce qu'il tuait sans mobile, pour le simple plaisir de tuer. Le terroriste James Genrikh a causé bien des difficultés aux enquêteurs. Dans cette affaire, les policiers ne pouvaient pas faire démarrer leur investigation par la traditionnelle question « à qui profite le crime ?»
Sans l'aide de la police scientifique, l'homme aurait bien pu passer entre les mailles du filet. D'autres criminels ont travaillé sur l'élaboration du meurtre parfait avec les mêmes résultats. Ce fut notamment le cas en 1997 de 2 assistants universitaires au département de criminologie de l'Université de Rome. Après avoir donné un séminaire intitulé « Sans mobile et sans l'arme du crime, il n'existe pas d'homicide », les 2 chercheurs testaient leur théorie en tuant, dans une salle de cours, une jeune étudiante prise au hasard. Ils la tuaient d'une balle tirée d'un immeuble voisin. En 2003, les 2 meurtriers étaient confondus et constataient, bien malgré eux, que le crime parfait n'existait pas. En France, près de 75 000 femmes seraient victimes de viols chaque année, mais seulement 11 000 sont déclarées. Dans 8 cas sur 10, l'agresseur est connu de la victime. Mais il ne se dégage pas de ces chiffres un profil type de violeur. Ce sont des hommes normaux, intégrés à la société, souvent pères de famille, nous apprennent Audrey Giller et Nolwenn Weiler dans leur livre « Le viol, un crime presque ordinaire ». Les violeurs restent ainsi très difficilement identifiables. La plupart sont évidemment démasqués par leur propre faute, car rares sont les violeurs qui n'agressent qu'une fois. La majorité ne peut pas s'empêcher de récidiver en faisant de nouvelles victimes. Dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, 2 jeunes filles sont retrouvées mortes dans un parc national. Toutes 2 ont été violées. Ont-elles été tuées par le même meurtrier? C'est ce que la police va tenter de déterminer. Peu après minuit, un agent de police de Franklin, dans l'Indiana, tombe sur une voiture abandonnée près d'un panneau de signalisation. Les phares sont allumés, mais le moteur est éteint. Les clés du véhicule et le portefeuille de son ou sa propriétaire sont sur le siège avant. En général, les gens ne laissent aucun objet de valeur dans leur voiture. Donc tout de suite, il s'est dit que quelque chose n'allait pas. La voiture appartient à Kelly Eckert, 18 ans. Mais la jeune fille est introuvable. Ce soir-là, je suis allée me coucher. Et vers 2h, 2h30 du matin, le téléphone a sonné. C'était la police. Ils avaient retrouvé la voiture de Kelly, mais elle avait disparu. J'ai compris tout de suite qu'il y avait un problème. Elle n'aurait jamais abandonné sa voiture. Kelly était employée à l'hypermarché de la ville. Elle était vraisemblablement sur le chemin du retour au moment de sa disparition. Je me suis dit qu'elle était tombée en panne et qu'elle était partie chercher de l'aide. Pas une seule seconde, je n'ai pensé qu'il avait pu lui arriver malheur. La police remarque un impact sur le pare-choc arrière du véhicule de la jeune femme. Et si un automobiliste l'avait volontairement percutée pour la faire sortir de son véhicule? On va remuer ciel et terre. Bien sûr, on espère qu'elle est vivante, qu'elle a fugué et qu'elle va rentrer chez elle. Mais en tant que policier, on se doit aussi d'envisager le pire. Pendant 4 jours, la police et des volontaires passent toute la zone au peigne fin. La famille de Kelly organise des veillées de prière pour qu'on la retrouve saine et sauve. C'est terrible, on est sous le choc. Je m'inquiète pour elle, mais j'ai bon espoir. Malheureusement, ce que tout le monde craignait finit par arriver. Le corps de la jeune fille est retrouvé par 2 promeneuses dans un fossé à une 60aine de kilomètres de là. Ses chaussures et ses bijoux avaient disparu. À en juger par la position de son corps, de ses bras et de son torse, on l'avait jeté inanimé dans ce fossé. J'avais besoin de me raccrocher à quelque chose. Ils m'ont donné le pendentif de son rétroviseur. On lui avait offert pour la remise des diplômes. Je l'ai gardé sur moi pendant très longtemps. J'avais besoin d'avoir un objet à elle.
D'après l'autopsie, Kelly est morte étranglée. Elle avait 3 choses enroulées autour du cou. Une chaîne en métal couleur or, un lacet blanc qui provenait d'une chaussure de sport et des bretelles de salopette. Kelly a été violée et on lui a tiré dessus. Elle avait une blessure sur le côté droit du front qui ressemblait en tout point à un orifice d'entrée. Il ne s'agit pas d'une balle en plomb, mais en cire. Ça faisait penser aux fusils paralysants qu'on utilise dans les abattoirs. Ceux qu'on utilise pour assommer les animaux avant de les tuer. A priori, il lui est certainement rentré dedans pour la faire sortir de sa voiture. Ensuite, il a dû lui tirer dessus pour la maîtriser. Ou alors il l'a menacée avec son arme pour la forcer à le suivre. À ce moment de l'enquête, les policiers préfèrent maintenir secrets les résultats de l'autopsie. Il est en fait assez commun de sécuriser ainsi des éléments d'une investigation. On dit alors qu'on les place sous scellé, soit pour éviter que des informations non confirmées fuitent dans la presse, soit pour empêcher que des affabulateurs revendiquent le crime, soit encore pour se donner plus de chances d'attraper le criminel. En effet, si celui-ci avoue en donnant des détails dont seule la police avait connaissance, les enquêteurs seront alors pratiquement certains qu'ils ont affaire au vrai meurtrier. Mais dans notre affaire, les policiers sont encore très loin de mettre la main sur l'agresseur de Kelly. À moins que l'analyse des habits que portait la victime le soir de son meurtre ne se révèle concluante. Sur les vêtements de Kelly, les experts retrouvent des fibres blanches, mais aussi des fibres vertes de forme trilobale provenant d'une moquette, ce qui laisse à penser que son corps a été enveloppé dans un tissu blanc et qu'il a été en contact avec un revêtement intérieur de voiture couleur vert olive. Ces éléments suffiront-ils pour retrouver la trace du tueur ? Kelly Eckert faisait partie des élèves les plus brillants de son lycée. Elle avait décroché une bourse pour l'université. Tout lui souriait et elle avait un avenir prometteur. On lui a volé sa vie. C'était une belle personne. Elle ne méritait pas ça. J'ai enquêté sur pas mal d'affaires de meurtre au cours de ma carrière, mais celle-ci m'a particulièrement touché. Elle était jeune, elle avait toute la vie devant elle. Elle s'apprêtait à rentrer à la fac, elle avait des projets. Elle avait tout pour être heureuse. Mais elle a été fauchée en plein vol. On lui a volé ça. Ça fait mal au cœur. Le corps de Kelly a été retrouvé dans un fossé 4 jours après sa disparition. Les enquêteurs se demandent à quand remonte le décès. Le docteur Neil Haskell, un entomologiste, a retrouvé des larves de mouches vertes sur le corps. Une espèce caractéristique qui s'installe sur les cadavres juste après le décès. Leur stade de développement permettra donc de déterminer l'heure de la mort. C'est une véritable horloge. En évaluant leur stade de développement, on peut remonter le temps et déterminer l'heure du décès. Le docteur Haskell pense que Kelly a été tuée la nuit de sa disparition. Ces mouches ne sont pas actives la nuit, ce qui veut dire qu'elles avaient été tuées dans la nuit du 26 au 27 entre le coucher et le lever du soleil. Mais quoi qu'il en soit, elle était déjà morte au petit matin. Les enquêteurs auditionnent toutes les personnes qui ont vu Kelly le soir de sa disparition. D'après son employeur, Kelly a quitté son poste à 22h30. De là, elle a retrouvé son petit ami Anthony et sa mère. Ils ont fait des courses ensemble jusqu'à 23h15. Puis ils sont repartis chacun de leur côté. La dernière personne à avoir vu Kelly vivante ce soir-là était son petit ami, Anthony Evans. Et par expérience, nous savons qu'en général, dans ce genre d'affaires, le tueur est souvent un proche de la victime. Il le suspectait et il est resté dans leur ligne de mire pendant un bon moment.
Ils ont tout vérifié. Anthony prétend ne pas avoir revu Kelly dans la soirée. Il a un alibi. Sur le chemin du retour, il s'est arrêté dans une épicerie. Il nous a fourni un ticket de caisse. Nous avons vérifié. Nous avons interrogé plusieurs témoins. Aucun d'entre eux n'a pu confirmer de façon catégorique qu'il l'avait vu. Mais le ticket de caisse prouvait qu'il y était allé. Les enquêteurs n'ont aucune piste. Ils décident donc de lancer un appel à témoins. Lors d'un communiqué, ils informent la presse que les chaussures de Kelly n'ont pas été retrouvées. Ses baskets étaient en cuir, si mes souvenirs sont bons. C'était du 38. Elles étaient blanches. Un magasin dans l'Ohio nous a fourni le même modèle de basket que celle de Kelly. Et on les a montrées aux journalistes, dans l'espoir que quelqu'un les aurait peut-être vues. 3 semaines plus tard, un témoin contacte la police. Il pense avoir vu les baskets dans les toilettes de la réserve naturelle d'Atterbury, à une trentaine de kilomètres de l'endroit où le corps de Kelly a été retrouvé. Elles correspondaient à la description que la mère de Kelly nous avait donnée. C'était la même pointure, et l'une d'entre elles avait un lacet en moins. Or, le tueur a justement utilisé un des lacets de Kelly pour l'étrangler. Il s'agit donc bien de ses chaussures. Les enquêteurs explorent toute la réserve, à la recherche d'autres indices. On n'avait aucune certitude, mais on s'est dit que c'était peut-être là qu'il l'avait tué. Le parc fait plus de 13 000 hectares. Mais les recherches ne donnent rien. Une semaine plus tard, un autre corps est retrouvé. Un collègue m'a appelé. Il m'a dit que le corps d'une jeune femme venait d'être retrouvé dans l'enceinte du parc naturel d'Atterbury, là où on avait justement retrouvé les chaussures de Kelly. La victime est une jeune femme de 26 ans, Sharon Myers. Elle aussi a été étranglée. Les deux affaires se ressemblent étrangement. Dans les deux cas, les victimes étaient des jeunes femmes. Elles avaient toutes les deux été étranglées. Mais en dehors de cela, il n'y a apparemment aucun lien entre les deux victimes. Une autre hypothèse se dessine alors, et elle fait froid dans le dos. La police aurait-elle affaire à un tueur en série ? Les enquêteurs se retrouvent désormais avec 2 affaires sur les bras, le meurtre de Kelly Eckert et celui de Sharon Myers. Au premier abord, les 2 meurtres semblent liés. Elles avaient toutes les deux été tuées dans un rayon de 30 km. La probabilité pour que 2 jeunes femmes se fassent tuer dans un rayon aussi réduit sont très minces, donc il devait forcément y avoir un lien. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il s'avère finalement que Sharon a été tuée par un de ses collègues de travail, Jason Hubble, suite à une dispute. Il sera condamné pour meurtre. Et rien ne prouve qu'il soit lié de près ou de loin au meurtre de Kelly. L'ADN de Hubble ne correspondait pas à celui du suspect. La police lance donc un nouvel appel à témoins pour tenter de recueillir d'autres informations. Ils obtiennent plus de 800 pistes potentielles. La plupart ne mènent nulle part, sauf quelques-unes. Selon le commissaire divisionnaire Mulmy, dans certains cas, l'appel à témoins peut faire avancer les investigations. Mais chaque enquête est singulière et on ne peut pas généraliser. Et si ce procédé s'est révélé extrêmement efficace en France au cours des dernières années, c'est peut-être justement parce qu'il n'a été utilisé qu'à titre exceptionnel, analyse un procureur français. Car l'outil a évidemment ses avantages et ses inconvénients. Il peut en effet se révéler coûteux en effectifs et long à aboutir. En effet, pour chaque appel reçu, les officiers assignés au centre d'appel doivent remplir une fiche. Or, avant qu'un interlocuteur ne livre des informations réellement utiles à l'enquête, des centaines et des centaines de coups de fil sans le moindre intérêt et ne débouchant sur aucune piste ont déjà été passés. Dans l'enquête sur le meurtre de Kelly, 800 suspects ont déjà été signalés à la police. Le meurtrier figure-t-il parmi cette liste ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Un témoin avait aperçu plusieurs fois un homme assis dans sa camionnette sur le parking du supermarché. Il restait là pendant de longs moments.
Et c'était au moment de la disparition de Kelly. Or, c'est justement sur ce parking que Kelly a été vue vivante pour la dernière fois. D'après certains témoins, l'homme en question était là presque tous les soirs. Il pourrait être impliqué dans le meurtre de la jeune femme. Des témoins l'avaient vu tourner autour d'une voiture de couleur marron. Ils pensaient qu'il voulait la voler. Or, il s'avère que la voiture de Kelly était plus ou moins de cette couleur. Donc, on s'est demandé s'il n'en avait pas après elle. La police met le parking sous surveillance pour retrouver le suspect. L'homme en question s'appelle Jeff Wagner. Il a 37 ans, il est ouvrier dans le bâtiment et il est en plein divorce. Les enquêteurs veulent savoir pourquoi il passe autant de temps sur le parking du supermarché. Il voulait rencontrer des femmes. Il venait là 2 ou 3 fois par semaine. Wagner nie toute implication dans le meurtre de Kelly. Il accepte même de fournir un échantillon d'ADN pour prouver sa bonne foi. Son ADN ne correspondait pas à celui retrouvé sur la victime. Heureusement, la police a une autre piste. Un certain Scott Overstreet aurait des informations sur le meurtre de Kelly. Nous l'avons retrouvé et nous l'avons amené au commissariat. Scott Overstreet n'a pas de casier judiciaire. Il prétend d'abord ne rien savoir au sujet de cette affaire. Mais durant son interrogatoire, il revient sur ses déclarations. Son frère Michael lui aurait demandé de conduire sa camionnette jusqu'au parc naturel d'Atterbury. Durant le trajet, il a aperçu le corps d'une jeune femme inconsciente, dissimulée sous une couverture à l'arrière du véhicule. Il a dit à son frère de ne pas lui faire de mal. Ce dernier lui aurait répondu « T'inquiète pas, je vais simplement l'abandonner au milieu de nulle part ». Scott prétend qu'après avoir laissé son frère dans le parc, il n'a plus jamais entendu parler de la jeune femme. Il mène les enquêteurs jusqu'à la réserve naturelle. Sur place, ces derniers trouvent des indices prouvant que la jeune femme en question était bien Kelly Eckert. Ils ont retrouvé le beeper de Kelly sur les lieux, et aussi ses bijoux. On a compris que c'est là qu'elle avait été tuée. Michael Overstreet est employé dans une usine. Il est marié et père de 6 enfants. Il est inconnu des services de police. Il a fait un passage dans la marine. Il y est resté 1 mois et il a été révoqué parce qu'il souffrait de troubles psychologiques. Durant son interrogatoire, Michael nie tout en bloc. Il n'avait pas d'alibi. Son discours, c'était « Je ne sais pas qui a fait ça, mais en tout cas, ce n'est pas moi ». Les enquêteurs trouvent une carabine calibre 22 au domicile de Michael, ainsi que des munitions. Et elles sont plutôt inhabituelles. Il s'agit de cartouches en cire. La balle avait été retirée de la douille et on avait mis de la cire à la place. Autrement dit, c'était une balle à blanc. Ce qui correspond aux blessures observées sur le front de Kelly. Les enquêteurs retrouvent également une couverture blanche et ils effectuent des prélèvements à l'intérieur de la camionnette de Michael. Les fibres vertes du revêtement intérieur sont en nylon de type trilobal. Ce sont les mêmes que celles retrouvées sur les vêtements de Kelly. Idem pour les fibres de la couverture blanche. Elles sont similaires à celles retrouvées sur les vêtements de la victime. L'expert Damon Letich examine leur indice de réfraction et mesure ainsi la quantité de lumière qui les traverse. Les résultats ne font que confirmer la culpabilité de Michael Overstreet. Cette analyse m'a permis de déterminer que les fibres prélevées sur les vêtements de Kelly Eckert pouvaient provenir de cette couverture et du revêtement intérieur de la camionnette. Pour nous, c'était une aubaine. C'était la preuve irréfutable que le suspect était impliqué dans le meurtre. Pour finir, les experts mesurent la hauteur du pare-choc de la camionnette de Michael.
et comparent leurs mesures à l'impact laissé sur celui de Kelly. Le choc sur la voiture de Kelly et Kurt correspondait à la hauteur du pare-choc de la camionnette. Michael Overstreet a beau continuer à nier. La police dispose désormais de suffisamment d'éléments pour l'arrêter. Comme nous l'avons vu, il y a le témoignage de son frère, la carabine de calibre 22, les cartouches de balles retrouvées à son domicile, et enfin, la couverture blanche qui servit sans aucun doute à enrouler le corps de la victime. S'il en était encore besoin, les policiers ont en plus retrouvé chez Michael Overstreet une carte dessinée à la main représentant l'endroit même où le corps de la pauvre Kelly a été abandonné. Face aux accusations, le suspect nie tout en bloc. Il assure ne jamais avoir rencontré la victime. Mais alors, pourquoi des fibres de la moquette de la voiture de Michael ont été retrouvées sur le corps de Kelly? L'homme ne peut pas l'expliquer. La police va le faire pour lui. Les enquêteurs ont désormais suffisamment d'éléments pour reconstituer les événements survenus le soir du meurtre de Kelly et Kurt. D'après ses amis, Michael Overstreet faisait ses courses dans le supermarché où Kelly était caissière. Un soir, il a suivi Kelly à la sortie de son travail. Les éléments à charge prouvent qu'il a volontairement percuté son véhicule. Il voulait la forcer à s'arrêter et la faire descendre de sa voiture. Overstreet en profite alors pour lui tirer dessus avec une balle en cire. Le choc la laisse inconsciente. Michael charge ensuite le corps dans sa camionnette. Puis il appelle son frère pour qu'il le conduise jusqu'à la réserve naturelle. Une fois sur place, Michael entraîne Kelly dans les bois. Il la viole avant de l'étrangler. Pour une raison qui reste inconnue, il jette ses chaussures dans les toilettes du parc. Il est probablement retourné sur les lieux quelques jours plus tard afin de déplacer le corps dans un endroit plus isolé. On pense qu'il est revenu sur les lieux pour bouger le corps. C'est là qu'il l'a jeté dans le fossé. Sans le savoir, Michael Overstreet a laissé des preuves derrière lui. Des traces imperceptibles, invisibles à l'œil nu. L'expertise médico-légale a joué un rôle essentiel dans cette affaire. C'est ce qui nous a permis de reconstituer le puzzle et de savoir ce qui s'était passé le soir du meurtre. Mais une question reste sans réponse. Quel rôle a véritablement joué Scott dans cette affaire? Se pourrait-il qu'il soit plus impliqué qu'il ne le prétend? Des échantillons ADN sont prélevés sur les deux frères et comparés aux prélèvements effectués sur la victime. Les résultats confirment la culpabilité de Michael, mais innocentent son frère Scott. Statistiquement, les chances pour qu'il s'agisse de l'ADN de quelqu'un d'autre étaient de 1 sur 1 trillion. Le juge offre l'immunité à Scott Overstreet en échange de son témoignage. Au bout de 5 semaines de procès, Michael est jugé coupable du meurtre de Kelly et condamné à mort. Nous étions satisfaits car nous avions fait notre travail. Nous avions mis un dangereux criminel hors d'état de nuire et justice était faite. Je ne la verrai jamais se marier. Je ne serai jamais grand-mère. Chaque fois qu'un de ses amis se marie, c'est une souffrance pour moi.
C'est injuste. Je ne connaîtrai jamais ça. Il m'a volé ce bonheur. Le travail des enquêteurs a permis de mettre au jour plusieurs pistes. Ils ont ensuite été guidés par les informations fournies par les témoins. Les experts médico-légaux ont fait le reste et ont permis de résoudre cette affaire. Avant, je ne connaissais pas grand-chose à la médecine légale. Mais nous avons appris beaucoup de choses tout au long de l'enquête. Les gens qui travaillaient sur l'affaire étaient très compétents. Ils nous expliquaient tout et d'une façon intelligible qui était accessible pour nous. Quand je vois de quoi on est capable aujourd'hui par rapport à il y a 10 ou 20 ans, je trouve ça incroyable. Et c'est une bonne chose, parce que les progrès de la médecine légale contribuent à rendre notre société plus sûre. Abattus par le décès de leur fille fauchée à l'aube de sa vie, les parents de Kelly se sont engagés corps et âme dans la procédure judiciaire, à tel point qu'ils ont réussi à faire changer la loi de l'Indiana. Oui, grâce à leur combat, en effet, les parents de victimes peuvent désormais, en Indiana, s'exprimer devant le tribunal après l'énoncé du verdict, ce qui n'était pas possible avant. Et pour cela, le père de Kelly a obtenu un diplôme honorifique de la faculté où sa fille étudiait, et il a décidé d'appeler la nouvelle loi la loi Kelly. C'est une façon pour lui de perpétuer le souvenir de sa fille, mais aussi peut-être de se dire qu'elle n'est pas morte pour rien. Une bien maigre consolation toutefois par rapport à la peine endurée. Une peine qui ne s'effacera jamais. Et c'est ainsi que prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour découvrir, bien sûr, de nouvelles enquêtes impossibles.